Bonsoir Amin Mansouri, merci de nous recevoir à la SAS 93. Mais avant d'aborder les objets de cette structure, je voudrais faire un focus sur votre parcours qui est un peu produit de l'école républicaine. Alors, qu'est-ce qui vous a donné le goût de votre engagement? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir été très rapidement marqué par le système scolaire qui peut exclure beaucoup de jeunes facilement, via les notations à la fin du collège, en seconde, à la fin du lycée, que j'ai rapidement voulu m'engager et avoir un emploi qui correspondait à une utilité sociale. Et alors, vous disiez que le système exclut, il y a des films qui ont été tournés sur ce dispositif d'exclusion, je pense à Entre les murs notamment. Ouais. Quel est votre regard justement sur le mécanisme d'exclusion? C'est lié au fait qu'il faut être super bon, il faut être performant. C'est le principal... Vous parliez de méritocratie juste avant, et je trouve qu'il y a d'une part des études qui l'ont montré, mais aussi moi, mon expérience et celle de tant d'autres qui ont montré à quel point l'école républicaine malheureusement est source et facteur d'exclusion trop souvent pour les jeunes qui sont en difficulté, et que c'est pas nouveau, mais le capital culturel de ces jeunes n'est pas forcément mis en valeur au profit d'un autre capital culturel auquel ils ont plus difficilement accès, et qui malheureusement leur bloque les portes d'études plus longues, de l'accès à d'autres cercles sociaux. Et je trouve que c'est quelque chose qui est à la fois qui pourrait être valorisant. On peut se dire c'est très bien, moi je suis un peu passé entre les gouttes et j'ai réussi à faire mon chemin, mais ça me semble totalement insatisfaisant de s'arrêter à là. Et ce que je préfère me dire, c'est trouvons les moyens de faire en sorte que, même si le système méritocratique républicain a des avantages et il est finalement assez remarquable par plein d'aspects, comment l'améliorer, comment faire en sorte que tous puissent un peu plus s'épanouir plutôt que dans la situation actuelle dans laquelle on est. Comment, justement, sur l'éducation, parce que c'est la clé, une des clés, comment faire en sorte, qu'est-ce que vous, d'après votre expérience, d'après votre parcours, qui est assez exemplaire, je le disais, puisque, bon, comment faire ça? Moi je suis un pur produit de l'école républicaine, effectivement, donc j'ai tout fait dans le public. J'ai fait mon lycée, mon collège à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, ensuite j'ai poursuivi en prépa littéraire toujours en Seine-Saint-Denis, et ensuite j'ai poursuivi des études à l'université. Mais c'est vrai que ce à quoi moi j'ai été confronté, c'est la barrière de la culture officielle, entre guillemets. Je pense que c'est celle qui a été la plus importante pour moi, et la première barrière à laquelle j'ai été confronté et à laquelle j'ai été sensibilisé, c'est celle de la maîtrise de la langue française. Parce que si j'ai fait des études, mine de rien, c'est que au départ, quand j'étais en 6e, 5e, 4e, j'étais celui qui faisait pas de faute de français. Et donc forcément, ça m'a mis en avant auprès de mes professeurs, ça m'a donné un avantage par rapport aux autres. Et de fil en aiguille, le fait de pouvoir écrire sans faire des fautes, je dis pas que j'en fais absolument pas, mais en faisant beaucoup moins que mes camarades, ça m'a permis de passer entre les mailles. Et c'est la première barrière à laquelle on est confronté aujourd'hui. La deuxième, c'est celle de la culture officielle, même si on le voit dans les films comme Entre les murs, certains professeurs essayent de mettre en œuvre d'autres références culturelles pour leurs élèves. Il y a
toujours cette barrière de la culture officielle qu'il faut maîtriser. Et pour le coup, il n'y a pas eu de secret particulier, ça a été beaucoup de travail pour acquérir cette culture, mais tout en gardant en tête qu'il ne fallait jamais renier les autres apports culturels qu'on pouvait avoir. Et y a-t-il eu un moment qui vous a conduit à prendre conscience de cela, ou c'est arrivé, c'était un plus long processus finalement? Je pense que paradoxalement, si j'ai une anecdote, c'est que quand j'étais au lycée, en première, une professeure, donc c'est des professeurs qui ont joué un rôle important à ce niveau-là, une professeure d'histoire géo m'avait approché pour que je prépare l'école Sciences Po Paris, et qu'à l'époque, étant victime d'autocensure moi-même, j'avais absolument refusé, arguant du fait que c'était pas du tout pour moi. Et un an plus tard, j'ai pris connaissance, je me suis pris de passion pour l'orientation. En fait, on a reçu nos guides d'orientation en terminale et j'ai commencé à me renseigner sur un système que je connaissais pas. Je ne savais pas ce qu'était un BTS, je ne savais pas ce qu'était l'université, je ne savais pas ce qu'étaient les prépas. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur le sujet et puis de fil en aiguille à aider toutes les personnes qui étaient dans ma classe sur un tel qui voulait faire plutôt telles études et quelle stratégie adopter pour les vœux, en se renseignant, et grâce à Internet, ça a aussi beaucoup joué. Et ça m'a permis de vraiment prendre conscience du fait qu'il y avait quelque chose là qu'on ne pouvait pas avoir facilement, les clés de l'orientation, et ça m'a conduit à me confronter à un autre mur. C'est que quand je suis allé voir mon professeur de philosophie pour lui dire que j'étais intéressé finalement par Sciences Po, j'avais vu son CV et il avait eu un parcours admirable, parfait en tout point, c'est-à-dire mention très bien au bac, lycée Henri IV en prépa littéraire, le meilleur lycée de France, et entrée à l'école normale supérieure pour ensuite obtenir l'agrégation et devenir professeur de philosophie. Et quand je lui ai fait part de mes projets, il m'a dit que c'était pas pour moi et que je devais pas poursuivre cette voie en études. Vous aviez de bonnes notes. Oui, mais je sais pas, c'était son jugement sur le sujet. Et du coup, c'est ce refus qui, certainement, comme j'étais à l'âge de l'adolescence, a aussi joué et m'a donné envie plus que tout d'entrer dans cette prépa littéraire et donc de faire ce travail d'acquisition de la culture nécessaire et des méthodes de travail nécessaires pour pouvoir réussir dans ce parcours. Alors, comment s'est fait justement votre... Oui, ça vous l'expliquez bien, mais maintenant, vous êtes nouveau jeune directeur depuis combien d'une année, une année et demie? 1 an et demi maintenant. Quel est l'objet de la SAS 93? Alors, SAS 93, donc c'est un jeu de mots pour SAS vers l'emploi. Et en même temps, c'est un acronyme pour Service Amitié Solidarité de la Seine-Saint-Denis. Ça a été fondé en 1989 et c'est ce qu'on appelle une association intermédiaire. Donc c'est un petit peu complexe à expliquer, mais pour dire les choses simplement, les associations intermédiaires sont des structures qui ont été montées à la fin des années 80 qui permettent à des personnes qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi, quelles que soient ces difficultés, qu'elles soient sociales, financières, linguistiques, de reprendre le chemin vers un peu plus d'autonomie financière et d'activité économique. Donc on joue le rôle de ceux qui mettent le pied à l'étrier des personnes en difficulté en tant qu'employeur. On est association, donc à but non lucratif, mais par contre employeur de personnes en difficulté et ça fonctionne un peu comme une structure d'intérim. Oui, donnez-nous un exemple. Alors, très simplement, les services sociaux, par exemple de la ville des Lilas, dans laquelle on est situé, vont nous appeler et nous orienter une personne qui, par exemple, va pas, suite à des difficultés rencontrées au cours de sa vie, n'a peut-être pas eu d'activité depuis 10-15 ans et souhaite retrouver une activité, mais sur le marché traditionnel de l'emploi, c'est très difficile, peu de formation,
un CV avec un trou important. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir cette personne. On va d'abord procéder à un premier entretien, histoire d'identifier d'une part la motivation, mais aussi les blocages, les freins qui touchent cette personne. Et si tout se passe bien, et c'est le cas la plupart du temps, on va décider de rentrer dans un parcours d'insertion vers l'emploi. Et dans ce cas-là, on va, en fonction du profil de la personne, commencer à pratiquer des mises à disposition d'un côté. Donc là, c'est similaire à l'intérim classique, mais avec une prise en compte de la situation socio-professionnelle de la personne. Donc peut-être que ça va être que 2 heures par semaine pour commencer. Peut-être que ça va être 10 heures, peut-être que ça va être 15 heures. Mais on va commencer à proposer à cette personne des missions de travail chez soit des particuliers, soit des collectivités, soit des entreprises ou d'autres associations. Progressivement, la personne va pouvoir avoir une montée en compétences directement sur le lieu de travail avec des responsabilités professionnelles. Mais si on faisait que ça sans formation, ça serait un peu léger. Donc, on procède à de la formation en interne, à la fois sur les métiers auxquels ces personnes vont devoir se confronter, mais aussi sur tout ce qui est accès au droit. Et donc là, c'est tout ce qui est linguistique, tout ce qui est comment remplir ses dossiers auprès des acteurs sociaux comme la CAF, ou la mise à jour des attestations Pôle emploi, ou les demandes de logement. Et en parallèle à ça, il y a un suivi socio-professionnel qui est mené auprès de la personne, donc le plus régulièrement possible, mais au moins une fois par mois, pour qu'on puisse faire le point sur le projet et envisager la sortie vers un emploi plus durable. Les associations intermédiaires, pour bien expliquer sur quoi elles ont été fondées au départ sur le secteur du service à la personne, qui à l'époque était un secteur assez informel, et donc permettait d'employer des personnes chez des particuliers, de les remettre sur le chemin de l'emploi pour qu'ensuite elles puissent sortir dans des structures plus professionnalisées. Ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que le secteur du service à domicile s'est largement légalisé durant les années 2000 avec la création des CESU, et donc finalement, en même temps, le chômage, lui, a continué à augmenter, et que le chômage longue durée, lui, augmente beaucoup, et ces dernières années, augmente énormément. On est à combien? 3 millions enfin, 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, 3 millions en catégorie A, voilà, sans activité. Et sur le chômage longue durée, on a une augmentation, on a 2 millions de personnes qui sont demandeurs d'emploi depuis plus d'1 an, et une augmentation qui a été exponentielle depuis la crise de 2008. Et historiquement, le législateur, les députés nous avaient permis d'être soutenables financièrement grâce à une exonération sur les cotisations sociales auxquelles tous les employeurs sont soumis. Sauf que ça n'aura échappé à personne, ces dernières années, on n'a pas arrêté de parler du poids de ces cotisations sociales pour l'ensemble des travailleurs. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais on a continuellement négocié la diminution des cotisations sociales pour les travailleurs au SMIC, ou ceux qui touchent 1, 2, 1,2, 1,3, jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Et aujourd'hui, depuis la mise en œuvre donc d'abord de ce qu'on appelait la réduction Fillon, c'est un peu technique, mais ensuite le pacte de responsabilité du président de la République, il y a plus de cotisations sociales qui sont dues pour les employeurs traditionnels. Sauf que nous, historiquement, on sait qu'on a des salariés en insertion qui vont être moins qualifiés, qui vont être moins compétitifs, j'aime pas ce terme, économiquement, que les professionnels. Or, puisque dans le secteur traditionnel, il y a eu ces baisses de charges, il aurait fallu que ceci soit compensé par
la mise en œuvre, je ne sais pas, d'une politique différente sur les structures d'insertion ou d'une politique fiscale différente pour nos structures. Mais en tout cas, ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'on est resté aligné. Au départ, on avait une spécificité fiscale, puis finalement le droit commun s'est aligné sur les structures d'insertion, et du coup, on se retrouve en concurrence avec le secteur traditionnel, et malheureusement, on n'a pas les moyens seuls de pouvoir faire face à cette situation-là. D'où l'objectif de la tribune que j'ai rédigée effectivement en mars dernier, puisque étant donné qu'on était en plein dans le débat préliminaire sur la loi travail, que l'évolution du travail, et c'est quelque chose qu'on en reparlera peut-être après concernant toutes les classes de la population, notamment les jeunes, montre qu'il y a une précarité qui s'est largement installée et qu'en même temps il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi à longue durée. Je pensais en tout cas que le fait de mettre en place un débat sur cette loi et qu'est-ce que doit être l'avenir du droit du travail, c'était l'occasion de réfléchir à des structures qui ont été créées dans les années 80 et dont on n'a pas vraiment touché au statut ou mis en place, on n'a pas regardé ces structures concrètement depuis la fin des années 90. Et aujourd'hui, on a une législation qui parfois est un peu absurde et qui, malheureusement, moi, m'oblige parfois à me séparer de personnes qui sont sur un parcours de retour vers l'emploi, de réinsertion socio-professionnelle à tous les points de vue, mais qui, par des limitations faites pour protéger d'autres secteurs au départ, doivent sortir de ma structure, sachant que je ne peux pas leur retrouver un emploi derrière. Et du coup, c'est très frustrant parce que, d'une part, la demande ne cesse d'augmenter, de plus en plus de personnes qui viennent dans les structures d'insertion, et il pourrait y en avoir encore plus. D'autre part, notre système fonctionne bien, parce qu'on a plus de 70% de sorties positives après 2 ans à l'emploi. Donc c'est un système qui marche plutôt bien sur la question de l'efficacité socio-professionnelle. Et en même temps, on nous met des bâtons dans les roues en termes d'activité. Pour donner un exemple plus absurde, les structures comme la mienne n'ont pas le droit de faire plus de 480 heures de travail dans le secteur marchand. Et il se trouve que j'ai de plus en plus de personnes qui veulent travailler dans le bâtiment ou dans tout ce qui va être secondes œuvres BTP plus largement. Dans ce secteur-là, je travaille qu'avec des entreprises qui sont dans le secteur marchand. Et si une personne arrive et qu'elle commence à travailler progressivement, on va atteindre les 480 heures en 4 mois, en 5 mois peut-être, 6 mois maximum. 6 mois, parfois c'est assez, mais souvent c'est pas assez pour que la personne puisse retrouver du travail derrière. Et donc, je me retrouve avec des personnes compétentes à qui il manque un tout petit peu d'expérience pour pouvoir finaliser la sécurisation de leur parcours et qu'on est obligé, comme beaucoup, de licencier. Parce que chez vous, c'est la structure, la SAS, qui l'embauche. Oui, c'est SAS 93, c'est du coup à peu près 30 000 heures de travail par an pour une centaine de salariés en insertion sur une année. Et combien faudrait-il, enfin au niveau national, c'est une question de redistribution, de modification du statut, ça représenterait, si vous voulez, combien en termes de quelle somme ça représenterait? C'est pas une question de somme. Non, c'est pas une question d'argent, oui, c'est plus une question de statut, malheureusement. On fait pareil. Alors, la réponse de la ministre, vous a-t-elle répondu? Elle a prêté une attention particulière et bienveillante. Mais je crois que le débat a tellement évolué dans un sens difficile pour elle, qu'elle n'a pas saisi l'occasion de se saisir, elle n'a pas saisi l'occasion de s'attaquer à cette question-là, et je trouve ça vraiment dommageable. Alors j'en profite à ce stade-ci de
cet entretien pour vous poser la question de votre sentiment sur la loi, la réforme du travail, et plus généralement sur le chômage des jeunes. Je pense que sur cette question, il faut prendre en compte deux aspects importants. La première, c'est que le marché du travail a évolué et évolue dans un sens qu'on a encore un peu de mal à prévoir, mais qui remet en cause certaines choses acquises, comme le salariat, pour malheureusement souvent prendre le prétexte de la liberté pour finalement plus de précarité. Je pense à tous les emplois nouveaux d'auto-entrepreneurs où plein de personnes peuvent s'épanouir et y trouver leur compte, mais d'autres sont soumises finalement au bon vouloir d'un employeur qui n'est pas vraiment leur employeur, sont soumises à des horaires qui ne sont pas vraiment les horaires du cadre commun. Ça n'intéresse pas tout le monde de travailler le samedi soir, ça en intéresse certains, mais pas tout le monde. Sachant que dans le cadre des auto-entrepreneurs, on n'a plus de contribution au modèle social. Et donc, plus accès à la même sécurité professionnelle que celle des travailleurs de droit commun. Et le risque, ça serait d'opposer ces deux catégories de travailleurs. L'autre point, c'est peut-être plus relatif à la politique. Et malheureusement, pour en avoir fait partie à un moment de ce milieu, c'est finalement le fait d'être rentré dans une logique de technicisation du débat politique. La loi travail de Myriam El Khomri, je pense il y a certains points sur lesquels elle peut être intéressante, beaucoup sur lesquels elle est décevante pour moi, mais surtout, c'est une loi technique. C'est une loi, c'est une affaire de juristes, de professionnels du droit du travail. En dehors de l'inversion des normes, qui est un sujet très important et là, qui est un sujet qui mérite d'être discuté au sein de la société, ça reste une occasion manquée. Moi, j'ai vraiment en tête le fait que au départ, ce qui était annoncé, ce qu'on avait en tête, c'était comment créer la sécurité sociale professionnelle du XXIe siècle. Et comment faire en sorte que le marché qu'on a aujourd'hui du travail avec finalement une large majorité de la population, 90% des gens en CDI et 10% de personnes en CDD ou en intérim, qu'il n'y ait plus cette opposition aussi frontale entre les deux et qu'on puisse acquérir une sécurité professionnelle, quelle que soit la situation de l'emploi dans laquelle on se trouve. Et à cet égard, il y a quelque chose qui s'est pas passé. Il y a eu un loupé. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, a priori. Et pourquoi, d'après vous ? Parce que les torts sont des deux côtés. Moi, je pense du côté du gouvernement, je suppose que l'important, c'est le dialogue avec les organisations syndicales. Et les organisations syndicales, elles représentent les salariés plus que ces nouvelles formes d'emploi. Et je dis pas qu'elles ne représentent pas les précaires, mais elles se sont plus attachées à s'attaquer à la hiérarchie des normes et à tout ce qui était les questions prud'homales que la question de comment faire en sorte que les personnes qui sont exclues du marché de l'emploi puissent entrer plus facilement sur le marché de l'emploi. Et au niveau de la question de l'accès au travail, j'en reviens peut-être un peu à, si on pense jeunes des quartiers populaires, mais aussi jeunes précarisés, et puis jeunes ruraux, à cette question d'une part de l'école qui malheureusement pendant très longtemps a été une sorte de machine à exclusion et quand on voit le nombre de personnes qui sortaient sans aucun diplôme à la fin de la troisième, avec des diplômes qui n'étaient pas valorisés, comme je pense à toute la filière professionnelle, où là c'est vraiment très dommage qu'on en arrive toujours à faire des vieux pieux sur ah oui la filière professionnelle, ah oui l'apprentissage, il faudrait qu'on le fasse. Il
Il y a aussi cette question de l'accès à la langue française, l'acceptation d'orthographes qui vont parfois être jugées discriminantes, la question des origines territoriales ou supposées religieuses. Alors, ces questions-là, elles sont absentes de la réflexion sur la loi El Khomri, et pour moi, c'est un loupé. Ça me conduit naturellement à la question, au Collège de la diversité que vous faites partie, qui justement a pour objet justement de réfléchir à ces questions. Alors votre sentiment sur le Collège de la diversité, est-ce que ça peut être un moyen pour indirect de justement de porter des solutions même aux questions du travail? La question, la question qui a été posée par la ministre Fleur Pellerin quand elle a décidé de se lancer dans ce projet, elle était nécessaire et c'est salutaire d'avoir engagé ce débat. Le fait de mettre en place un collège de la diversité, dont je remercie Karine Clonek-Morin de m'avoir permis de faire partie de cette structure. Elle est intéressante si, comme on l'a dit au départ, on obtient des résultats après un an de travail. Et je pense que c'est vraiment... J'ai peur des comités Théodule, mais je ne pense pas qu'on sera dans le comité Théodule. Les comités Théodule, c'est multiples comités qu'on connaît par exemple à l'Assemblée où il y a assez peu on brasse du vent. Et sur cette question-là, dans le débat actuel qui, derrière les difficultés économiques, est de plus en plus porté au niveau du continent européen dans son ensemble par une partie de la population qui est plutôt ouverte et une autre partie qui est plutôt qui se referme en tout cas. C'est un débat qu'il nous faut avoir, pas dans le sens de êtes-vous pour ou contre la diversité culturelle. Cette diversité, elle existe. C'est plutôt comment faire reconnaître cette diversité culturelle, comment faire en sorte que cette culture, que ces origines, que ces langues, que cette richesse-là, elle acquiert dans le même poids que la culture officielle et légitime, mais à tout le moins qu'elle acquiert une forme de reconnaissance, que ce soit dans les représentations culturelles classiques, les théâtres, les opéras, les centres nationaux, mais aussi dans l'éducation culturelle qu'on peut avoir à l'école et dans la diffusion populaire, c'est-à-dire tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est cinématographique. C'est un travail qui me semble nécessaire et urgent de pouvoir entamer, et j'espère que les travaux du collège porteront leurs fruits à ce niveau-là. Eh bien, c'est une bonne conclusion à cet entretien. Merci, Amin Mansouri. Je remercie toute l'équipe de l'Observatoire de la diversité. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la même thématique, vous pouvez désormais vous diriger vers ces vidéos proposées ci-dessous. Pour voir d'autres vidéos de l'Observatoire de la diversité culturelle, vous pouvez désormais nous rejoindre sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter, combatmagazine.org et notre site officiel.